Rebonjour tout le monde. Je vous propose qu'on revienne au colloque. Afin de terminer ce quatrième et dernier thème, on accueille maintenant le professeur François Laviolette, directeur fondateur du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Ses recherches portent sur l'intelligence artificielle, plus particulièrement, j'ai perdu mon texte, plus particulièrement sur l'apprentissage automatique. Euh, Monsieur Laviolette est titulaire de 2 chaires de recherche en apprentissage automatique, une du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG, et une chaire IA Canada-CIFAR. Il est de plus membre associé à l'Institut Mila. Sa présentation portera sur le potentiel et les enjeux de confidentialité et de protection des données sensibles liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du big data. Les limites de l'anonymisation, dont on a souvent parlé d'ailleurs durant le colloque, seront entre autres abordées, tout comme les problèmes liés à l'équité, à la robustesse et à la difficulté de certification des intelligences artificielles. Monsieur Laviolette, je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est Oui, tout parfait. fonctionne. Oui, parfait. Alors, oui, merci pour l'invitation. Ceci étant dit, à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas vraiment parler beaucoup du problème de l'anonymisation parce que j'avais l'impression effectivement qu'il y avait un grand risque que ce que je raconte ait déjà été plus ou moins abordé par vos conférenciers de la journée. Donc, j'ai plutôt l'intérêt d'essayer de voir avec vous, d'essayer d'expliquer un peu ce qu'est l'intelligence artificielle, euh, en quoi ça peut être extrêmement utile, mais également à quel point c'est pas de la magie. Souvent, les gens disent ah, l'intelligence artificielle peut tout faire. La réponse est non, bien sûr. Et pourquoi? Ben, je vais essayer de vous donner quelques indications dans cette présentation-ci. Puis ensuite, je vais essayer d'aborder effectivement les autres défis qui ne sont pas ceux du problème qui sont liés à l'accès aux données sensibles et à l'anonymisation, mais les autres défis qu'on rencontre lorsqu'on fait du traitement donc du numérique, particulièrement l'intelligence artificielle. Donc, rapidement, je vous présente ma vision à moi du big data. C'est généralement la vision qu'on appelle des 4 V. Donc, pour moi, la problématique du big data, la révolution du big data, vient du fait qu'on a effectivement de plus en plus accès à une grande quantité de données. Par grande quantité de données, on parle donc du V, du V volume de ma définition big data. Ça peut vouloir dire une grande quantité de données un peu partout ou des grandes bases de données, etc. On parle effectivement de quantités des fois qui sont tellement grandes qu'elles ne sont même pas stockables en un seul centre de données. Ça va être Monsieur Laviolette, distribué. je ne sais pas Oui. si c'est voulu, mais votre caméra est fermée. Oh, désolé, ma caméra Aucun est problème. fermée. Un instant, je retourne vous voir. Comment on fait pour... Ah, je vais ici démarrer la vidéo. Est-ce que là, vous me voyez? Oui, là, c'est parfait. Oui, là, c'est parfait. OK. Donc la notion de volume, évidemment, c'est lié au big data, mais il y a 4 autres V aussi qu'on retrouve généralement lorsqu'on s'intéresse au big data. C'est la notion de vélocité. De plus en plus, les données vont être captées par des méthodes automatiques. Les fameuses montres Fitbit en santé vont de plus en plus être importantes lorsqu'on va faire de l'analyse, par exemple, de cohortes. Les senseurs qui sont dans les villes intelligentes, etc. Ces capteurs-là captent énormément de données, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une approche de type Big Data? On doit rapidement regarder ces données lorsqu'elles nous arrivent, puis en savoir suffisamment pour qu'on puisse les garrocher quelque part, un peu pêle-mêle, dans ce qu'on appelle un lac de données, en espérant que nos outils du traitement du numérique seront suffisamment performants pour qu'on puisse aller chercher ces données-là le jour où on en aura besoin. On n'est plus dans le cadre habituel où il y a un étudiant gradué qui va remplir un formulaire puis qui va le rentrer dans un fichier Excel tout beau, tout bien structuré, etc. Tout se fait un petit peu tout croche. Puis, en plus, on veut de plus en plus utiliser toutes les données qui sont possibles. Donc, on a des données qui viennent de toutes sortes de sources différentes.
Si vous regardez juste en santé, vous avez des données donc de type génomique, mais également épigénétique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, clinique, des radiographies de cancer, des données météorologiques, des données, bon, bref, toutes ces données-là parlent tous du problème qui nous intéresse d'une certaine façon, mais comment on fait pour les faire fonctionner puis travailler ensemble? C'est le troisième V de notre big data. Et le dernier V, c'est oui, on a de plus en plus de données à notre disposition, mais ces données-là sont de plus en plus bruitées. On a moins confiance dans ces données-là que si ça avait été un étude de maîtrise qui avait colligé tranquillement les données et s'était assuré qu'elles étaient toutes bien nettoyées, bien propres, etc. Donc, face à ces 4 V-là, on rencontre le problème du big data. En santé, on rencontre un autre problème qui n'est pas nécessairement directement lié au big data, mais très proche. C'est ce qu'on appelle le problème du fat data. Donc, en santé, donc, ce qui arrive, c'est que contrairement au problème du big data habituel où on a énormément de données, donc énormément d'exemples, puis pour chaque exemple, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations sur chacun des exemples. On est dans le cadre complètement symétrique où on a peu d'exemples. Une cohorte, là, quand je travaille avec des scientifiques, lorsqu'on a 1000 patients, c'est le nirvana. Mais en intelligence artificielle, c'est plus d'1 million de patients qu'on aurait besoin pour être capable d'utiliser à sa pleine capacité les algorithmes d'IA. C'est pas d'ailleurs pour ça que ça fonctionne si bien pour les images. On a des bases de données d'images de plusieurs millions d'images. Donc, on a énormément de données, puis on est capable de faire fonctionner. Puis le problème, il est double en plus dans le cas des problèmes de type fat data qu'on retrouve souvent en santé. C'est que non seulement on n'a pas beaucoup de patients, mais on a énormément d'informations sur chacun des patients. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on peut séquencer leur génome, on a leurs données de radiographie, leurs données de clinique, tout ce que vous voulez, là, ça fait énormément de données en général. Et plus on a d'informations sur un patient, plus on peut avoir des informations qui pourraient nous induire en erreur. Donc, voici exactement le problème qu'on rencontre lorsqu'on est dans le monde de la santé. Ce n'est pas vraiment le problème du big data, c'est le problème du fat data. Donc, je vous raconte un petit peu pourquoi c'est important, ça. Puis pour ça, je vous fais un petit cours de Machine Learning 101. Donc, le Machine Learning, c'est en français l'apprentissage automatique. C'est essentiellement la partie de l'intelligence artificielle qui essaye d'apprendre à partir des exemples. OK? On vous donne un gros paquet d'exemples et puis l'algorithme essaie de les digérer pour essayer de se fabriquer ce qu'on appelle un prédicteur. OK? Voici, par exemple, comment fonctionne la notion d'apprentissage automatique. Donc, vous avez des données. Ça peut être des textes, des images, des données génomiques, des données de spectromètre de masse. Il y a un mélange de tout ça. Donc, supposons que vous avez des textes, par exemple. Okay? Ces textes-là sont écrits en langue naturelle, donc d'une certaine façon, c'est une séquence de mots. Okay? Alors, comment on fait pour donner ça à un ordinateur? Bien, la plupart du temps, il faut d'abord avoir une façon de faire une traduction. Et là, on est un peu en amont de l'intelligence artificielle. La partie traduction doit se faire de façon plus ou moins automatique. Donc, comment on fait, par exemple, pour traduire une image sous la forme d'un vecteur? Bien, une image, c'est une matrice de pixels. Donc, la matrice de pixels, vous la mettez sous la forme d'un vecteur. Puis, vous avez essentiellement, donc, un vecteur, c'est pour ceux qui ont oublié leur maths du cégep, un vecteur, c'est essentiellement une séquence de nombres, x1, x2. D'habitude, on arrête à x3 parce qu'on travaille dans R2 ou dans R3. Mais en intelligence artificielle, on peut se rendre jusqu'à x indice 100 millions facilement. Donc, on a un vecteur de très, très haute dimensionnalité. Comment, par exemple, on peut faire pour transférer nos textes sous la forme d'un vecteur? Bien, la façon la plus facile, il y a des façons beaucoup plus intelligentes, mais je vais vous donner la façon la plus facile qui marche relativement bien. Ça s'appelle la méthode SAC de mots, Bag of Words.
Vous prenez votre dictionnaire français, puis là, vous regardez dans le dictionnaire le premier mot, A. Puis là, vous regardez dans votre texte le nombre de fois que vous retrouvez le mot A. Et ça vous donne X1, le nombre de fois que le premier mot de la langue française se retrouve dans votre texte. Ensuite, vous regardez le deuxième mot, vous comptez le nombre de fois qu'il apparaît, puis vous obtenez X2. Puis il y a à peu près 35 000 mots en français, donc X indice 35 000, c'est essentiellement le nombre de fois que le dernier mot apparaît dans votre texte. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est une très mauvaise façon d'encoder ça, professeur Laviolette. On perd toute la syntaxe de la phrase, on perd le fait que ces phrases-là sont dans un certain ordre. Oui. Est-ce qu'il y a des façons plus intelligentes de faire cet encodage-là? Oui. Mais je vous en donne une qui marche relativement bien en pratique. Une fois que donc on a réussi à traduire notre donnée d'intérêt sous la forme d'un vecteur, qu'est-ce qu'on fait? On engage les experts humains qui vont faire quoi? Qui vont tout simplement répondre à la question qu'on se pose sur ce problème-là. Par exemple, pour le texte, on serait intéressé à savoir si le texte a un sentiment positif, négatif ou neutre. Fait que là, des experts humains lisent les textes un après l'autre, puis à chaque fois, ils vont écrire +1 si le texte était positif dans son ensemble. S'il était neutre, on va dire 0, puis s'il était négatif, -1. Ou ça peut être des catégories. On pourrait mettre, par exemple, si le texte parle de sport, ou alors si le texte parle de politique ou d'économie. Donc, bref, on engage un expert humain qui s'occupe de faire le tri qui nous intéresse, de dire à qui appartient chacun des données de son ensemble d'entraînement. Une fois qu'on a ça, donc une fois qu'on a notre vecteur X1, XD et qu'on a nos étiquettes, qui sont essentiellement le but de notre tâche, on donne ça à mâcher à un algorithme d'apprentissage automatique qui fabrique quoi? Un modèle prédictif. C'est quoi un modèle prédictif? C'est une fonction qui, étant donné un nouveau texte qui n'a jamais été vu, tel que traduit sous la forme de vecteur, va vous donner essentiellement ce qui vous intéresse, c'est-à-dire dans ce cas-ci, si le texte est positif, négatif ou neutre. Vous pouvez faire ça aussi avec des images. Vous êtes intéressé à savoir s'il y a des images qui contiennent des chats ou des chiens. Vous prenez un gros paquet d'images, vous engagez un expert humain qui vous dit si oui ou non il y a un chat ou un chien dans votre image. Puis là, ben, vous donnez ça à la machine, puis ça vous donne des prédicteurs extrêmement performants de nos jours qui sont capables de reconnaître dans les images où sont les chats et où sont les chiens. C'est bon? C'est correct pour tout le monde comment ça fonctionne? Puis évidemment, ben, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps en santé, c'est-à-dire que là, on a par exemple le groupe des gens malades, un groupe contrôle, et puis là, on a un certain nombre de données qu'on traduit sous la forme d'un vecteur, puis on veut savoir, grosso modo, si la personne a ou non une maladie particulière, par exemple. Si la personne a, oui ou non, le COVID. OK? Puis à partir des données qu'on a, on va être capable de faire la traduction. Ici, dans mon exemple graphique, le modèle que vous avez, D, le petit XD, c'est X2. OK? J'ai juste deux dimensions. Donc, j'aurais la dimension 1, qui serait par exemple le nombre de fois que la lettre A se trouve, puis la dimension 2, qui est le nombre de fois que le deuxième mot se trouve. Là. Donc, j'ai juste deux dimensions. C'est pour ça que je vous dis qu'en machine learning, d'habitude, on travaille avec 35 000 dimensions et plus. Mais si vous avez juste deux dimensions, voici comment on représente un problème d'apprentissage automatique. Donc, chaque point est placé en fonction donc du vecteur X1, X2 qui le caractérise. Puis, le point étiqueté vert, rond, s'il a la maladie, si la personne a la maladie, puis le triangle bleu, si elle n'a pas la maladie. Puis là, ben, on a un ensemble d'entraînement. Puis l'objectif d'un algorithme d'intelligence artificielle, c'est d'essayer de trouver une séparation dans l'espace qui permet de séparer entre les gens qui ont la maladie et les gens qui ne l'ont pas. Évidemment, des fois, ça peut être plus facile, des fois, ça peut être plus difficile. Il y a des notions de bruit, il y a des notions d'erreurs d'étiquetage qui peuvent se produire, etc. Mais en gros, c'est ça ce qu'on essaye de faire en intelligence artificielle. Là, il faut faire attention.
quel est le but de la tâche. Le but de la tâche, c'est donc de fabriquer un prédicteur. Mais ce prédicteur-là, il ne doit pas être n'importe quoi. Il doit faire peu d'erreurs sur l'ensemble qui nous a été donné pour apprendre. Sauf que ce n'est pas le seul objectif qu'on devrait avoir dans la vie. Il faut avoir comme objectif, non pas de faire peu d'erreurs sur les exemples qui nous ont été donnés en apprentissage, mais de faire peu d'erreurs sur les exemples qui vont être à traiter par la suite. Les exemples dans l'ensemble d'apprentissage ont déjà été traités par les humains. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça. C'est pour les exemples à venir. On a demandé à des êtres humains de s'occuper de, mettons, quelques milliers ou quelques centaines de milliers d'exemples à la main, mais les millions d'exemples à venir, on veut que ça soit traité de façon automatique. Donc, le prédicteur qu'on fabrique, il n'est pas fait pour être bon sur les exemples de l'ensemble d'entraînement. Il est fait pour être bon pour les exemples à venir. Donc, ce qu'on veut, évidemment, c'est qu'il ne fasse pas trop d'erreurs sur l'ensemble d'entraînement parce que s'il est déjà mauvais sur les exercices d'entraînement, on ne s'attendra pas à ce qu'il devienne tout d'un coup bon pour les exemples qu'il n'a jamais vus. Mais il ne devra pas surapprendre les exemples d'entraînement. Il ne devra pas être focusé uniquement sur les exemples qu'on lui a montrés. Il doit penser à une règle plus générale qui permet de généraliser. Et donc, ce problème-là, c'est d'essayer de s'assurer que le prédicteur ne surapprend pas les données. C'est le phénomène en anglais qu'on appelle d'overfitting. Ça, dans la présence du fat data, c'est un problème extrêmement grave parce que c'est très, 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 très facile d'avoir un système d'intelligence artificielle qui va surapprendre les données. Okay? Et tout le défi de l'intelligence artificielle, c'est de trouver une façon de fabriquer des prédicteurs qui sont bons sur les exemples de l'ensemble d'entraînement, mais qui ne surapprennent pas. Le problème de dire qu'est-ce que ça veut dire surapprendre, le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore les exemples à venir. Donc, on ne sait pas d'avance qu'est-ce que ça veut dire l'overfitting. Si on connaissait grosso modo les exemples qui vont nous être donnés dans l'avenir, bien là, ça serait bien plus facile, mais on ne ferait pas de l'intelligence artificielle, on ferait un problème d'optimisation simple, d'essayer de tout simplement s'assurer qu'on fasse le moins d'erreurs possible, point. Donc, comme on ne connaît pas les exemples à venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, là, c'est là que viennent toutes les philosophies de tous les algorithmes d'apprentissage automatique. On veut être bon sur les exemples d'entraînement, mais on ne veut pas être focusé directement sur les exemples et que sur les exemples. Je vous donne un exemple ici. Donc, X1, XD, c'est D et 2, donc on travaille en dimension 2. Rouge, c'est les exemples qui ont la maladie. Bleu, c'est les exemples qui sont sains. Puis là, on veut fabriquer un prédicteur qui, pour des points qui ne sont pas encore dans notre espace, on voudrait être capable de trouver ceux qui sont les plus possibles, d'être capable de décider qui a la maladie, qui ne l'a pas. Fait que voici un premier exemple d'un prédicteur qui ne fait aucune erreur sur l'ensemble d'apprentissage. Mais ce prédicteur-là, en quelque part, je n'ai pas, moi, personnellement, confiance en lui. Parce que, par exemple, si vous avez un point à classer dans la petite région, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais dans la petite région que je pointe avec ma flèche, où je pense que j'ai le droit d'avoir un pointeur laser. Donc, si vous avez, par exemple, à classer un point qui se trouve dans la région que j'ai identifiée avec mon pointeur laser, ou alors dans la région qui est ici, bien, vous devriez normalement le classer bleu parce qu'il est à l'extérieur de la zone que le prédicteur décide de classer rouge. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça ne devrait pas être une bonne idée de classer bleu. C'est plus la région du rouge. Notre algorithme d'apprentissage automatique qui a fabriqué la région de qui est rouge était trop focusé sur être capable de coller exactement sur les exemples qu'il a vus. Il serait mieux d'avoir, par exemple, un prédicteur qui peut peut-être faire quelques erreurs, mais qui est simple. C'est le principe qu'on appelle du rasoir de Occam. Okay? Qu'est-ce que veut dire simple?
Ça, il y a autant de définitions mathématiques que d'algorithmes d'apprentissage. Donc, je ne rentrerai pas nécessairement dans cette définition-là, mais ça fait partie de notre travail à nous, d'être capable de dire qu'est-ce que ça veut dire un algorithme, un prédicteur qui est simple, qui n'aura pas tendance à surapprendre. C'est bon? Puis, c'est peut-être un peu plus facile de le voir dans le cadre de la régression. Ici, donc, ce que vous essayez de fabriquer, vous avez Mère Nature, essentiellement, qui est la ligne orange, que vous ne verrez jamais. Tout ce que vous allez voir dans la vraie vie, ben, ce sont des points bleus qui sont fabriqués par Mère Nature, mais les points ne sont pas exactement sur la ligne orange parce que votre senseur est bruité un peu, puis donc il y a un petit peu de bruit dans l'évaluation des observations. Donc, la seule chose que vous avez le droit de voir, que vous pouvez voir, ce sont les points bleus qui ont été fabriqués par la ligne orange, qu'on appelle Mère Nature, donc la vraie fonction. Et l'objectif de la personne qui fait de l'intelligence artificielle, ici, dans ce cas-ci, qui fait de la régression, c'est quoi? C'est de se fabriquer un modèle. Donc, ici, une ligne bleue, qui est le meilleur représentant possible de Mère Nature. Comment on fait pour faire ce genre de choses-là? Bien, là, on peut dire, bien, moi, ce que je veux, c'est passer par tous les points. Donc, je vais prendre un polynôme de degré 15. Puis là, je vais utiliser un algorithme qui trouve le meilleur polynôme de degré 15, celui qui passe le plus proche de mes points. Vous voyez qu'il passe vraiment très, très proche de l'ensemble des points. Sauf que du point de vue, donc, de la précision de ce qu'on observe, ça va bien. Mais de la précision de bien identifier qui était le modèle orange, ça ne va pas bien. On surapprend. Puis de l'autre côté, quelqu'un pourrait être vraiment trop craintif et dire, je vais être sûr de ne pas surapprendre. Et donc, je vais essayer de prendre seulement des droites. Je vais prendre la meilleure droite, la meilleure par rapport aux points qui me sont observés. Donc, je fais ce qu'on appelle une régression pour trouver la meilleure droite possible. Mon modèle bleu ici, il n'est pas bon pour prédire la ligne orange non plus. Il n'est même pas bon pour prédire les exemples que je me suis fait donner en entraînement. Fait que le bon choix ici dans mon exemple, ce serait de trouver le meilleur polynôme de degré 4. C'est celui qui va être le plus proche possible de la solution. Malheureusement, la ligne orange, je ne la vois pas. C'est bien difficile pour moi de savoir que c'est exactement le polynôme de degré 4 que j'aurais dû choisir. Et toutes les idées d'intelligence artificielle viennent du fait de comment on est capable de fabriquer des bons prédicteurs, c'est-à-dire qui sont bons sur les exemples qui nous ont été donnés pour apprendre, mais qui ne vont pas faire ce que le polynôme de degré 15 fait ici, c'est-à-dire de la surapprentissage. C'est bon? Puis pourquoi on fait ça? Bien évidemment, c'est parce que les données qui nous sont données ne sont pas structurées pour les besoins qu'on a. Dans le cas d'une image, on dit qu'une image, ça vaut 1000 mots en français. Oui, il y a beaucoup d'informations captées dans une image, mais pour un ordinateur, c'est une matrice de pixels. Donc, comment on fait pour passer d'une matrice de pixels à quelque chose qui est plus informatif, qui nous permettra donc d'aller plus loin dans l'analyse de ce qui est intéressant? Ici, par exemple, on s'intéresse aux problèmes de stationnement ou de trafic ou des choses comme ça. Vous avez des millions de photos de la ville, puis là, vous voulez savoir quoi faire au niveau de qu'est-ce que sont les informations qui sont là-dedans. Vous ne pouvez pas demander à vos employés de regarder les millions de photos une après l'autre puis d'en tirer quelque chose. Il faut trouver une façon automatisée de passer de la matrice de pixels à quelque chose qui est plus informatif. Et entre autres, avec des intelligences artificielles comme les réseaux de neurones, vous êtes capable d'identifier tous les objets qui se trouvent dans votre image. Déjà, vous êtes beaucoup plus proche d'une information que vous pourrez utiliser plus tard. Par exemple, à partir de maintenant, vous pouvez compter le nombre de voitures, etc., le nombre d'autos, de fenêtres, peu importe. Puis vous voyez ici, l'entraînement n'a malheureusement pas été fait à Montréal, mais en Californie. Et donc, ici, l'intelligence artificielle a fait une erreur d'identification. Il voit ça comme un carré de sable, alors que nous voyons très bien que c'est un nid de poule. Pourquoi? Bien, effectivement, il y a un certain taux d'erreur qui vient entre autres du fait que dans les exemples d'apprentissage, on ne voit pas nécessairement souvent des nids de poules si on s'entraîne dans une ville comme San Francisco. C'est bon?
Donc, pour ce qui est du deep learning, donc l'apprentissage profond, ce qui est vraiment à la mode de nos jours, c'est à la mode pourquoi? Parce qu'essentiellement, pour plusieurs tâches, ça bat même la capacité d'un être humain. Donc, pour reconnaître les objets dans des images, pour être capable de faire ce qu'on appelle de l'analyse de vidéos, de l'analyse de texte écrit en langue naturelle, la traduction, la reconnaissance de la parole, des algorithmes de jeu comme le fameux AlphaGo. Ce sont des situations où l'intelligence artificielle, enfin les algorithmes d'apprentissage profond, ont battu les performances humaines. Ils sont vraiment extrêmement performants et c'est pour ça qu'on entend parler tant que ça de l'intelligence artificielle de nos jours. Malheureusement, dans le cas du fat data, les intelligences artificielles de type réseau de neurones profonds sont tellement performants qu'il y a un très grand danger de faire du surapprentissage. Puis Monsieur c'est ça qui Laviolette, il est... vous reste 1 minute. Il me reste 1 minute, c'est bon. Je vais arrêter, je vais arrêter là. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ce que je voulais dire, qui sont les dérives potentielles de l'intelligence artificielle, mais j'en ai placé une quand même qui est importante. C'est il faut faire attention lorsqu'on a des intelligences artificielles de bien être capable de contrôler donc ce qu'on appelle le surapprentissage. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un algorithme d'apprentissage automatique, il va vous donner une réponse. La question est de savoir en quoi vous avez confiance en cette réponse-là. Puis pour arriver à ce genre de situation-là, bien, il y a plein de questions qu'il faut que vous soyez capable de juger. Entre autres, êtes-vous capable d'interpréter la réponse que vous donne votre intelligence artificielle? Est-ce que vous êtes capable de vous assurer que l'intelligence artificielle est robuste à différentes attaques? Est-ce que vous êtes capable de bien être capable de prendre des données qui viennent de différentes sources, de différents projets de recherche et bien les fusionner ensemble, etc., etc., etc. Vous avez autant de voies de recherche que possible. Je vais m'arrêter là. Et puis donc, je vais répondre aux questions au besoin.